Rivière-du-Loup encore victime de vandalisme. Des graffitis continuent d'apparaître à travers la ville. Les vandales s'attaquent maintenant aux infrastructures scolaires. C'est sûr qu'il y a des endroits appropriés pour faire ça aussi, où ce que les gens devraient aller. À quelques jours de la rentrée au primaire et au secondaire, la pénurie d'enseignants se fait sentir dans la région. Puis les parents ne devraient pas s'inquiéter. On a du personnel, puis on a toutes les conditions requises pour que ce soit une belle rentrée. Le non-respect de l'interdiction de stationnement dans les zones incendies cause bien des maux de tête aux pompiers d'Edmundston. On sait que quand les pompiers doivent répondre à une urgence, chaque seconde compte, chaque minute compte. Dépasser ses limites, un sommet à la fois, un alpiniste de Baie-Saint-Paul a réussi tout un exploit. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, merci de vous joindre à nous. Depuis cet été, les épisodes de vandalisme se succèdent à Rivière-du-Loup. Encore aujourd'hui, des graffitis continuent d'apparaître un peu partout à travers la ville. Et cette fois-ci, les vandales ont pris comme cible des bâtiments et des infrastructures scolaires, notamment. Alison Dubé. Moi, je trouve ça abominable, les graffitis. Là. C'est carrément indécent. Là. Carrément ridicule. Chose certaine, les graffitis fâchent à Rivière-du-Loup. Les gens qui s'amusent, c'est pas ça détruit les... Ah, j'en vois là-bas. Et justement, lorsqu'on en voit, la Ville et la Sûreté du Québec encouragent à porter plainte. Quand même quelques cas qui ont été rapportés. Là, on demande aux gens, là, à la population, si jamais il y a des gens qui sont témoins d'événements particuliers, qui remarquent des détails ou encore qui ont de l'information, bien, de contacter là, le poste de la Sûreté du Québec et ils peuvent transmettre là, ces informations-là de manière tout à fait confidentielle. Les graffitis sont même apparus sur des bâtisses commerciales. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec la copropriétaire du Maniac Branché, Mylène Ouellette, qui se dit très mécontente de ces méfaits. Mais ces dessins ne dérangent pas tout le monde. Quand c'est des beaux graffitis qui représentent quelque chose ou même si ça représente rien de spécial, quand c'est coloré, c'est bien fait, j'aime ça, mais comme ça là-bas, en tout cas, je ne vois pas beaucoup, mais ça me semble ordinaire. Ben moi, quand ils sont colorés, je suis pas contre ça. Je suis pas contre ça. Quand c'est ça sur les trains, des fois passés, les trains, non. Je trouve même que les gens ont du talent. Mais ceux de Rivière-du-Loup ne sont pas à la hauteur, selon certains. Si je me fie à ça, non. Ça fait un petit peu sale. Il me semble que ça pourrait être un petit peu plus propre que ça. C'est sûr qu'il y a des endroits appropriés pour faire ça aussi, où ce que les gens devraient aller. Dernièrement, la cour de l'école de la Croisée a elle aussi été victime d'actes de vandales. Fait que c'est sûr que c'est regrettable. On demande aux gens d'être fiers de ce qu'on a puis de l'entretenir. Les malfaiteurs, s'ils se font arrêter, sont passibles de sanctions. Tout dépendant des circonstances, ils pourraient faire face à la justice puisqu'il s'agit d'actes criminels. Alison Dubé, CIMT TVA, Rivière-du-Loup. Dans quelques jours seulement, ce sera au tour des élèves du primaire et du secondaire de retourner en classe. Et plusieurs craignent les effets de la pénurie d'enseignants. Jessica Poirier-Roy. Alors, vous voyez, j'ai un beau sourire. C'est un portrait qui est positif. Malgré la pénurie d'enseignants qui frappe la région, le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup a une équipe complète de professeurs pour la rentrée scolaire. Puis les parents ne devraient pas s'inquiéter. On a du personnel, puis on a toutes les conditions requises pour que ce soit une belle rentrée. Mais le recrutement au niveau des services de garde reste une tâche de longue haleine. Autrefois, on faisait du recrutement une fois par année. Maintenant, on en fait chaque jour. Certains citoyens sont rassurés, alors que d'autres, un peu moins. Moi, je n'étais pas inquiète ben parce que vu qu'on reste en région, c'est facile de retrouver des enseignants. Il y a de la job en masse. Peut-être que ça va devenir un problème un peu plus sérieux éventuellement, mais bon, tant mieux si ça marche pour l'instant. Je te dirais que je suis encore inquiète. C'est pas suffisant avec... Non, je t'inquiète pour ça. Cette année, c'est seulement 2 % du personnel enseignant qui ne sera pas légalement qualifié au CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup, un pourcentage très minime. Ce sont des gens compétents. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un brevet d'enseignement qu'ils sont pas qualifiés dans leur profession. Plus de ressources financières seront accordées aux municipalités par le gouvernement provincial pour améliorer la sécurité sur les routes, notamment dans les zones scolaires. On demande aux parents, notamment à la rentrée, d'être prudents, de respecter les consignes, la signalisation. Il se dit également ouvert à l'idée d'interdire les cellulaires au sein des établissements scolaires. C'est à l'enseignant de décider quand est-ce que ça va être utilisé. En dehors de ça, c'est un distracteur qui n'a pas sa place en classe. L'équipe d'enseignants est presque complète au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Le directeur des communications est confiant de pouvoir combler les quelques postes vacants d'ici le début de l'année. Jessica Poirier-Roy, CIMT TVA, La Pocatière.
La ville de Saint-Antonin lancera un appel d'offres d'ici la fin de l'année pour la construction de son nouveau centre sportif et d'une patinoire extérieure couverte. Et Félix, c'est plus de 7 millions de dollars qui devront être investis pour la réalisation du projet. Oui, Mégane, mais avec l'appel d'offres, les élus auront une meilleure idée de la facture finale du projet. Saint-Antonin a l'intention d'emprunter 7,4 millions de dollars pour que les travaux se réalisent. Il faut savoir que depuis que l'idée a été lancée, il y a maintenant 3 ans, la facture a carrément doublé. Québec devrait offrir une aide financière de plus de 3 millions de dollars pour construire ce nouveau centre sportif, mais la municipalité recherche activement d'autres subventions, notamment auprès du gouvernement fédéral. Il s'agit d'un projet d'envergure pour la ville de Saint-Antonin, mais les citoyens que nous avons rencontrés ont des opinions assez mitigées. Bien, je trouve sérieusement que c'est beaucoup d'argent pour la place, là. Mais tu sais, je veux dire, si c'est bon pour la communauté, tant mieux. Là. Ce qu'ils font, d'après moi, c'est correct. Parce qu'ils ont de l'aide du gouvernement. Je pense qu'ils ont un café comme à Saint-Alexandre, mettre un toit par-dessus puis ça fait la job. C'est exagéré. Depuis notre maire, et c'est pas notre meilleur, mettons. Ah, c'est correct, ça. Les jeunes aiment ça, s'amuser. Il faut qu'ils s'amusent, hein? C'est sûr que c'est un gros projet pour Saint-Antonin, mais il y a peut-être l'argent à investir ailleurs que sur une patinoire qui était déjà belle. Là. Donc, vous l'avez bien entendu, là, une bonne partie des citoyens est enthousiaste à l'idée de la construction du nouveau centre sportif, mais trouve que la facture est assez salée. Et avec l'inflation, il se pourrait même que la facture estimée du projet augmente de plus en plus. Et l'ancien centre sportif qui sera démoli. Oui, Mégane, puisqu'il laissera place au nouveau centre de loisirs là, qui sera construit au même endroit à côté de la future patinoire couverte. Et justement, là, la Ville espère que sa nouvelle patinoire pourra accueillir des visiteurs dès l'hiver prochain. Merci, Félix. Au revoir. La Société des traversiers du Québec confirme que le NM Joseph Savard sera opérationnel à la traverse de l'île aux Coudes dès cet hiver. Selon la STQ, le traversier reprendra du service d'ici la formation des glaces. Aucune date n'est avancée. Initialement, le navire devait être livré au plus tard en novembre 2021 pour ensuite entrer en service en juin 2022. Mais la STQ l'a finalement reçu avec plus d'1 an de retard en décembre dernier. De plus, le budget pour la modernisation du Joseph Savard a été revu à la hausse en mars dernier, passant de 34,3 à 43,3 millions de dollars. Le gouvernement du Québec injecte près de 872 000 $ dans le cadre d'éventuels travaux sur les routes de Charlevoix. Saint-Hilarion et Notre-Dame-des-Monts se retrouvent en tête de liste parmi les municipalités qui recevront le plus de soutien dans la région. Les enveloppes accordées aideront les municipalités dans la réalisation des travaux requis en vue de la réflexion et de l'entretien des infrastructures routières locales et municipales. Notons que l'argent provient du programme d'aide à la voirie locale. Au total, 889 millions de dollars seront remis cette année à travers le Québec. La ville d'Edmundston lance une campagne de sensibilisation pour éviter tout stationnement dans les zones incendies. Plus de détails au retour de la pause. L'usine Twin Rivers à Edmundston a fait face à la justice hier. La compagnie est accusée d'avoir à nouveau déversé des substances nocives dans la rivière Madawaska entre le 7 et le 12 mars 2021. Selon l'acte d'accusation, Twin Rivers aurait illégalement rejeté de l'eau blanche dans la rivière. Il s'agit d'une pâte mécanique extraite des machines quand le papier est fabriqué. Ce n'est pas la première fois que Twin Rivers est accusé de tels méfaits. En 2015 déjà, l'usine avait plaidé coupable à des accusations similaires et avait été condamnée à verser une amende de plus de 300 000 $. Une nouvelle comparution aura lieu le 3 octobre prochain pour l'enregistrement du plaidoyer de Twin Rivers. Toujours à Edmundston, plusieurs automobilistes se stationnent dans les zones incendies, ce qui complique les interventions des pompiers. Le service de sécurité incendie a lancé une campagne de sensibilisation en collaboration avec la force policière. Mylène Thomas. La population se stationne fréquemment dans les zones incendies, ce qui est formellement interdit. On fait de la sensibilisation justement pour pas que ça devienne un problème aggravant. C'est justement pour éduquer le public en général sur l'importance de ces zones incendies à respecter en cas d'appel d'urgence. On a cru bon de faire une campagne de sensibilisation justement pour s'assurer que les gens respectent les voies d'incendie. Des vies peuvent être mises en danger. Si les services d'urgence n'ont pas un accès direct à l'eau, ils perdent du temps à contourner le véhicule ou à tenter de retrouver les propriétaires. Nos camions sont quand même assez gros, donc ça prend l'espace requis pour avoir accès au système de gicleurs, aux entrées principales pour faire notre travail assez rapidement. On sait que quand les pompiers doivent répondre à une urgence, chaque seconde compte, chaque minute compte.
Les voies sont parfois bloquées près de l'hôpital, des écoles et des commerces. Pourtant, elles sont clairement identifiées par des affiches. Il y a quelques endroits, là, des commerces de grande surface qu'on voit souvent des automobilistes stationnés dans les voies d'incendie. De toute façon, avec les enseignes, mais je pense qu'il y a tout un petit monde qui ne respecte pas les consignes. Hein. Peu importe. Cette campagne de sensibilisation est nécessaire pour plusieurs. Des feux, des trucs comme ça, les pompiers doivent avoir accès aux facilités. Donc, il y a du stationnement en masse. Le stationnement est vaste, là. C'est important de respecter les règlements de la route et tout. Et s'il y a un feu... C'est écrit que c'est no parking, on y va pas. Hein? C'est une bonne initiative. Il n'y a pas rien que les zones d'incendie, là. Il y a partout des places pour les handicapés. Le monde ne respecte pas ça en tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous garer devant une zone d'incendie? Je me rappelle pas toujours. Même si je le savais, je ne pourrais pas te le dire. C'est minimum $100 d'amende en plus de la facture du remorquage pour les automobilistes utilisant ces zones. Mylène Thomas et IMT TVA, Edmundston. Le gouvernement néo-brunswickois investit 7,6 millions de dollars pour aider au plus grand nombre d'étudiants à poursuivre des études postsecondaires. Fredericton affirme que les fonds serviront à bonifier les montants maximaux disponibles pour les étudiants, admissibles aux prêts et bourses. L'an dernier, plus de 13 000 étudiants ont obtenu un prêt du ministère de l'Enseignement et plus de 4 000 ont reçu une bourse. Ce financement provincial est disponible pour les étudiants à temps plein en fonction de divers facteurs, notamment la taille de la famille et le revenu familial. La chronique spectacle, une présentation de Bâti-Tech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, les finalistes de la 20e édition du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent ont été dévoilés. On connaît ceux qui sont dans la course pour le gala qui vise à récompenser le maintien de la vitalité culturelle et artistique de la région, mais aussi de soutenir les artistes dans leur création. Il s'agit du prix Artistes et carrières émergents. Le lauréat se méritera une bourse de 3 500 $ en plus de bénéficier d'un an de mentorat. L'artiste en art visuel, littéraire et métier d'art, Mélissa C. Pettigrew de Rivière-du-Loup, est sélectionnée pour le projet La Marée Creuse, l'intérieur. Et l'artiste Bobby Valéry des Basques pour le projet Voir à l'Est et le théâtre des petits paradigmes poreux. Ils connaîtront leur sort lors du gala du 5 octobre prochain. La remise du Grand Prix a été nommée depuis sa création Prix de la relève artistique du Bas-Saint-Laurent. Le prix a changé de nom, en fait, parce qu'on voulait pas juste des gens de la relève, mais des gens avec une carrière émergente. Donc, ça peut être des gens qui sont un peu plus âgés, mais qui débutent dans leur carrière artistique. Les 3 finalistes ont été choisis par un comité de pairs. On connaît aussi les 6 finalistes du prix Patrimoine 2023 dans la catégorie médiation du patrimoine. Le volet projet et le volet action visent à mettre en lumière des œuvres de collection qui créent des liens avec la population pour les sensibiliser à notre patrimoine. Au volet projet, c'est notamment le parcours fantôme du manoir Fraser et Viens que je te raconte dans la MRC de Kamouraska qui a été sélectionné. Au volet action, il s'agit de l'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu et le parcours fil rouge passeur de mémoire à Kamouraska. On connaîtra donc les grands gagnants lors du prix Culture du Bas-Saint-Laurent le 5 octobre prochain. Il y a le parcours fantôme du manoir Fraser et il y a Bien que je te raconte de Sophie Poulain de Courbat. On a voulu mettre l'accent sur les gens qui ont passé je ne sais pas combien d'heures à fouiller dans les archives. Et Parcours fil rouge, c'est une application là, pour découvrir les familles type. Francis, à la météo, on est en route vers une autre belle journée demain. Mis à part quelques possibilités de gouttelettes sur un secteur, vous ne serez pas déçus. Et William, au sport, on est en route aussi pour des demi-finales serrées dans la Ligue Québec. Oui, des matchs qui se terminent en manches supplémentaires et on vous partage également une histoire d'un alpiniste de Baie-Saint-Paul au retour. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et l'événement L'été en Volks. William, au début du mois, un Baie-Saint-Paulois a escaladé le plus haut sommet des États-Unis. Oui, exactement, Mégane. Et l'homme qui est passionné d'alpinisme, bien sûr, a réussi l'exploit semé d'embûches. Notre collègue Jérôme Gagnon l'a rencontré. Amateur de randonnée et d'escalade, Yannick Tremblay sillonne depuis quelques années plusieurs États américains et provinces canadiennes où il a atteint des sommets à couper le souffle. L'homme a ajouté l'alpinisme parmi ses cordes à son arc.
J'ai commencé à suivre des cours l'hiver passé avec Attitude Montagne. Et le Charlevoisien a déjà une expédition de marque à son palmarès, soit celui du mont Whitney dans l'État de la Californie. Je l'ai faite par la route de l'alpinisme qui appelle. C'est une route, dans le fond, il n'y a aucune route. C'est un côté de la montagne où il faut trouver son chemin à travers le bois. C'est de la recherche d'itinéraire. L'aventure s'est faite en 3 jours intenses. Au cours de 2 journées, le Baie-Saint-Paulois grimpait avec un sac à dos de 40 livres. Après ça, c'est du scramble qui appelle en anglais. C'est de l'escalade sur roche, mais pas sur paroi. Il y a les roches short. On a de la place à s'agripper quand même. De plus, l'état de la montagne était particulièrement difficile. C'était carrément des conditions hivernales. Crampons et piolets étaient nécessaires. Un sport vraiment complet. Pour être un bon alpiniste, il faut que tu sois bon en randonnée, escalade de glace, escalade de roche. Il faut que tu sois bon en orientation. En plus, tous les côtés paysages, rendu au sommet, et tout le côté accomplissement, tout le dépassement de soi, c'est ça qui fait que j'aime beaucoup l'alpinisme. D'ailleurs, tout a commencé dans sa région natale. J'ai commencé avec le défi des 5 sommets en 2017, la première année. Et ensuite, j'ai toujours visé plus haut, les plus gros sommets. Le Baie-Saint-Paulois ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs autres destinations l'attendent. On part au début octobre aussi pour le Maroc, faire le Toubkal, qui est la plus haute montagne d'Afrique du Nord. Yannick Tremblay rêve de partager sa passion un jour. Mais mon objectif ultime, un jour, ce serait de devenir guide. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, La Malbaie. Au baseball maintenant, les demi-finales, oui, se poursuivent dans la Ligue Puribec. Oui, et nous avons droit à 2 séries très serrées jusqu'à présent. Lundi, Rimouski a réussi à créer l'égalité dans son duel face au Bérubé GM de 3 pistoles grâce à une victoire in extremis de 6-5. Et c'est une poussée de 4 points en 5e manche qui a permis aux Shakers de quitter avec la victoire. Hier, au Nouveau-Brunswick, les Cataractes McCain de Grand-Sault ont effectué une remontée en 8e manche avant de faire le point opportun en 9e pour s'emparer de cette victoire importante au compte de 4-3 contre les braves Batitech du Témiscouata. Le lanceur Kobe Madgley a été dominant avec 11 retraits au bâton et il a lancé 8 manches complètes. Les Cats prennent donc les devants 2-1 dans cette demi-finale qui se poursuivra cette semaine. Sur la glace maintenant, un hockeyeur de Saint-Cyprien se prépare activement en vue de la prochaine saison. Oui, et le gardien Zachary Aymon-Megan revient de loin après avoir subi 2 opérations au cours des derniers mois. Il a donc besoin d'un bon été d'entraînement afin d'arriver prêt pour les camps d'entraînement dans quelques semaines. Et celui qui a signé un contrat avec l'organisation du Canadien s'entraîne d'ailleurs intensivement avec des hockeyeurs professionnels au PEPS à Québec cet été. C'est très motivant. Je pense que ça met juste un très belle ambiance à notre groupe, aux séances d'entraînement qu'on a. Puis, je pense que ça établit une petite compétition. Puis, vraiment, ça permet d'avoir beaucoup de plaisir tout en travaillant très fort. Et le gardien de but a un contrat valide de la Ligue américaine et de la ECHL. Il espère décrocher un poste avec le Rocket de Laval, mais il sait qu'il a du travail à faire pour y arriver. Sinon, il pourrait évoluer avec les Lions de Trois-Rivières, toujours dans l'organisation du Canadien cette année. C'est certain que, quand je vais arriver au camp d'entraînement, ça va être le but que je vais avoir en tête. Écoute, d'un autre côté, c'est certain que je suis réaliste. J'ai pas joué de match de hockey depuis, si je ne me trompe pas, c'est décembre passé. Donc, c'est sûr qu'il va falloir, quelque part, que je recommence un petit peu à zéro. Je vois vraiment cette saison-là comme un certain processus là, de revenir à mon 100%, vraiment. Et en terminant, bonne nouvelle également pour un quilleur du Témiscouata qui vient d'être sélectionné par la Fédération canadienne de bowling en vue des championnats mondiaux et ça aura lieu en octobre prochain. Nathan Ruel-Lajoie a obtenu sa place parmi les 6 porte-couleurs de l'Unifolier. Il sera un des 2 seuls Québécois de l'équipe canadienne et ce n'est pas la première fois qu'il représentera son pays à une compétition internationale. Seulement 32 pays seront présents à ces championnats mondiaux de bowling au Koweït dans quelques semaines. Bonne chance à lui. Merci beaucoup, William. Merci, bonne soirée. La météo, une présentation d'Accent Meubles et Déco Centre Levasseur. Accent Meubles, mon accent à moi. Francis, on doit garder les lunettes fumées pas trop loin. On en aura de besoin là encore demain. Mégane, vous m'inspirez la chanson de camp d'été, là. Si tu aimes le soleil, tape des mains.
Si tu aimes le soleil, tape des mains. Même mon collègue à la caméra, Danick, frappe des mains. On aime tellement ça et on le garde. Là, ce soir, là, mis à part là, un petit couloir là, de petites précipitations là, dispersées, il n'y a rien d'inquiétant pour la soirée. L'anticyclone travaille toujours pour nous. On va avoir encore de l'ensoleillement là, pour les 48 prochaines heures. Alors, ce soir, sur nos secteurs, ben, c'est variable selon le lieu, partiellement couvert ou avec quelques nuages. Il pourrait y avoir quelques gouttes d'eau tôt ce soir là, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick et sur la rive nord du fleuve. Les faibles possibilités, comme je vous dis, là, 30 là, c'est vraiment très, très peu. Là. Donc, sur Edmondson et Rivière-du-Loup, il y aura un dégagement même au cours de la soirée avec des températures minimum de nuit près des valeurs entre 8 et 13 degrés. Demain, ben, jeudi s'annonce lumineux sur Edmundston et sur Rivière-du-Loup avec un ciel généralement ensoleillé. Ce sera le cas pour toute la journée. Toujours sur la rive sud du fleuve Saint-Jean-Port-Joli, le soleil sera en alternance. Faible potentiel de gouttes d'eau en après-midi, alors que sur Charlevoix, on prévoit un ciel dégagé en matinée. Et ça va devenir un ciel variable en mi-journée. Il y a aussi un potentiel, faible potentiel toujours de 30 là, et très peu probable. Au thermomètre, bien, les chaleurs ne seront pas accablantes. Ce sera un peu humide sur Edmondson, des ressentis de 26 degrés. Partout ailleurs, on reste dans les valeurs. C'est stable, entre 20 et 23 degrés. Profitons-en, là. Au long terme, on prévoit une moitié de week-end sous la flotte et l'autre partie sous le soleil. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, bien, c'est sous la grisaille. Possibilité de gouttes d'eau là, qu'on devrait terminer la semaine avec de la pluie pour débuter la fin de semaine. On pourra compter sur le retour des rayons de dimanche à mardi. Sur Charlevoix, bien, la dépression sera aussi active vendredi sous forme d'averse. Petite possibilité de gouttes dimanche, mais on retrouve un plein soleil, dimanche, j'ai dit dimanche, mais ça va être plutôt là, en fin de semaine, samedi. On retrouve un plein soleil dimanche avec 18 degrés. Sur Edmondson, on termine la semaine sous la fine pluie. Il y a aussi de bonnes possibilités d'averse samedi, dimanche. Mais c'est la journée de choix là, pour sortir à l'extérieur, tout le monde. Donc, c'est pas si pire, pas si mal là, quand même. Mais il ne faut pas oublier qu'on a encore demain à traverser avec beaucoup d'ensoleillement. Oui. Et en studio aussi, on aime le soleil, Francis. Merci beaucoup. Vous frappez des mains avec moi. Bonne soirée. Alors voilà, c'est complet pour nous. On se retrouve demain midi pour plus de nouvelles. Passez une très belle soirée.